Merci. Donc, ce que je vous propose de faire ici, c'est de préciser certains freins au développement des pratiques alternatives qui sont dus paradoxalement aux enseignants qui s'investissent dans ces pédagogies mêmes. D'ailleurs, je ne m'intéresse pas aux obstacles externes, ce qui est déjà largement fait, mais en quelque sorte aux obstacles internes, ou comment faire soi-même son malheur, comme on dit. Donc il me semble, au travers des contacts que j'ai pu avoir, des recherches que j'ai pu mener, que je mène encore, sur des écoles qui pratiquent les pédagogies alternatives, qu'il y a des freins et j'ai été amené à distinguer provisoirement 5 familles de problèmes que je vais détailler dans la suite de mon intervention. Les dérives du militantisme, les formes de l'investissement, les relations entre pédagogie et discipline, la sous-estimation de l'érosion des dispositifs et le rapport problématique à la transmission. Alors, quand même, quelques limites à cette contribution. Je connais essentiellement, en termes de militantisme pédagogique, ce qui se passe en France, et ce que j'ai pu bien sûr étudier directement ou indirectement, c'est-à-dire la pédagogie Freinet, la pédagogie de projet, et les expérimentations et innovations qui sont liées à ce qu'on appelait l'article 34 de la loi publique. Alors, premier type d'obstacle, ce sont les dérives, ce que j'ai appelé, c'est discutable, les dérives du militantisme pédagogique. La première dérive, qui m'intéresse bien, c'est, comment dirais-je, c'est une communication asymétrique. C'est-à-dire que, comme tout militantisme, le militantisme pédagogique repose sur la conviction d'avoir raison, ce qui empêche toute égalité dans le débat. Ça exclut en effet la possibilité, a priori, d'être convaincu par l'autre. Et ne lui laisse pas beaucoup de possibilités, surtout si les arguments s'abattent en rafale sur sa tête. Voilà, et donc, le militant pédagogique s'étonne des réticences de son interlocuteur et du coup il va asséner de plus en plus ses certitudes, ce qui ne permet pas effectivement des interactions fructueuses. Seconde dérive du militantisme pédagogique, c'est l'idée qu'il existerait dans l'enseignement une stratégie unique, ou du moins bien meilleure que d'autres, y compris celle des autres innovateurs ou des autres militants pédagogiques, avec laquelle on échange sur la base d'un consensus, par exemple les principes de l'éducation nouvelle, mais en restant à distance, avec la conviction que les solutions qu'on a adoptées sont quand même bien meilleures. Alors ça s'articule, je crois aussi, avec une autre conséquence, c'est le fait de se priver de certains moyens d'intervention, outils, situations, exercices, issus d'autres lieux pédagogiques ou didactiques. À cela s'ajoute, à mon sens, une volonté d'étendre ces principes pédagogiques de manière trop rapide, ce qui ne manque pas d'engendrer des faiblesses, voire des malentendus liés à un temps de formation-maturation insuffisant. On en a parlé pour la formation classique dans l'éducation nationale, mais c'est parfois le cas aussi du côté des pédagogies alternatives. Troisième dérive, c'est que la discussion va vite, très vite, trop vite peut-être, sur le plan des principes fondamentaux du système et non des pratiques. Ce qui freine, à mon sens, une entrée limitée et prudente dans l'innovation. En effet, les militants des modes de travail pédagogiques alternatifs sont fondamentalement attachés aux principes fondamentaux, lieu d'une rupture avec le mode de travail pédagogique classique.
Donc on peut le comprendre, hein, mais du coup, ils sont très méfiants devant un transfert restreint de pratiques en raison du risque que cela vide de leur substance un certain nombre de dispositifs. Ce qui d'ailleurs peut être tout à fait vrai. Mais du coup, ça engendre des problèmes, c'est-à-dire sous-estimer les résistances et le temps nécessaire pour s'emparer d'un autre système, et puis poser les questions en termes immédiatement militants, voire politiques. Alors ça s'articule ici encore, je crois, avec un militantisme sociopolitique auquel n'adhèrent pas forcément ceux qui s'interrogent sur les pratiques. Cela conduit d'ailleurs dans certaines directions qui peuvent susciter des blocages ou des interrogations. Par exemple, la première direction, c'est celle qui consiste à afficher comme objectif la construction d'un citoyen d'une société démocratique égalitaire où régnerait la coopération et l'entraide, ce qui pose quelques problèmes, par exemple le fait que cette société n'est encore qu'un horizon, et l'ambiguïté d'un projet qui consiste au moins en partie à fabriquer un homme nouveau. Et peut-être faut-il se méfier de ce genre de projet. Quatrième dérive, ce sont les relations conflictuelles avec l'institution. Et ça, c'est très classique, mais du coup, l'institution est reconstruite de manière monolithique, c'est-à-dire conduit à ignorer de réelles différences de position et parfois une réelle volonté de comprendre, voire d'appuyer des expérimentations, ce qui entraîne en retour des positions crispées. Et puis, toujours dans ces dérives du militantisme, comment dirais-je, un discours qui est illusoire à certains moments sur la rupture avec l'enseignement classique. Il y aurait une rupture absolue avec les pratiques classiques. À mon avis, ça occulte nombreux aspects classiques des pratiques alternatives, du moins celles que j'ai pu étudier. Je rappelle. C'est-à-dire le fait qu'on construit un élève sachant respecter un certain nombre de codes scolaires. Par exemple, lever la main, écouter les autres, être poli, venir à l'heure, venir avec ses affaires, etc. Donc toute la construction très classique d'une civilité scolaire, hein, sachant aussi respecter les savoirs scolaires et le rapport à ceux-ci. D'autant plus que souvent, dans ce que j'ai pu observer toujours, il y a la mise en place de savoirs assez classiques et d'un rapport respectueux à la culture légitime. Voilà. Deuxième famille d'obstacles, ce sont les formes de l'investissement, les modalités de l'investissement des enseignants militants. D'abord, son importance, notamment en termes de quantité et dans ces modalités qui excèdent le temps scolaire. Finalement, on travaille beaucoup plus peut-être qu'ailleurs dans le temps, en dehors du temps scolaire, ce qui fait que ça engendre non seulement fatigue et usure, mais aussi porosité entre vie privée et vie professionnelle. J'avais parlé à ce propos-là dans l'ouvrage qu'on avait consacré à l'école qui pratiquait la pédagogie Freinet, dans le lieu très populaire de Lille, de choix de vie tout autant que de choix professionnels pour les militants pédagogiques. Et ça ne peut pas correspondre aux conceptions du métier et à la volonté de sauvegarder sa vie privée. C'est, me semble-t-il d'ailleurs, une opposition qui se développe entre ancienne et nouvelle génération, avec un rapport différent entre militantisme et vie privée, avec aussi un rapport différent avec le politique. Pour les militants des générations précédentes avec qui j'avais pu avoir des entretiens, voilà, il y avait une articulation très claire avec le mouvement ouvrier, la volonté de changer la société, avec des partis, je veux dire classiques, entre guillemets, etc. Il me semble que c'est beaucoup moins le cas à l'heure actuelle.
Ça passe par d'autres biais, hein, c'est dit, ça passe par d'autres biais. Il y a aussi dans les formes de l'investissement, bien sûr, et ça c'est connu, des tensions avec les logiques syndicales, au moins en France. Alors c'est vrai que c'est d'ailleurs interrogeant, hein. On voit bien que du côté des militants pédagogiques, il y a la volonté de constituer des équipes par cooptation, d'obtenir des postes à profil, etc. Donc voilà, on est dans l'opposition entre des logiques, chacune ayant sa pertinence. Ce qui veut dire aussi que les militants peuvent être eux-mêmes pris entre différents types de logiques. Il me semble aussi, toujours sur les formes de l'investissement, que la compétence professionnelle exigée par ces pratiques est souvent d'une grande complexité. Par exemple, gérer des dispositifs très diversifiés, articuler des recherches individuelles et des recherches collectives. Et cette compétence, on en a parlé, passe souvent en dehors des formations institutionnelles, au moins en France. Donc ça nécessite du temps et de la disponibilité pour un compagnonnage au sein des mouvements pédagogiques. Toujours du côté des formes de l'investissement, ça nécessite une véritable croyance. Il faut penser que c'est bien et que ça marche. Et c'est important hein, au regard de l'investissement et des sacrifices consentis. Alors maintenant, on peut aussi concevoir que certains ne souhaitent pas investir une telle fois, qui laisse parfois peu de place au doute. Et puis, toujours dans les formes de l'investissement, c'est une lourde responsabilité à endosser. Parce que finalement, il n'y a pas d'échappatoire pour celui qui s'investit dans le militantisme pédagogique. C'est-à-dire qu'il endosse une très lourde responsabilité. Non seulement celle des succès auprès des élèves, mais aussi celle des échecs. Du coup, ça permet moins facilement de dormir en pédagogie. Et on est peut-être un peu plus vigilant pour se défouler en salle des profs, ce qui pourtant reste humain. Se défouler à certains moments. Et ça nécessite un changement de posture radical. Par exemple, le fait de savoir s'exposer, accepter de tâtonner, se remettre en question, être remis en question. Donc le maître n'est plus un tout-puissant ou tout-sachant dans sa classe, c'est un véritable deuil. Donc, il s'agit d'une prise de risque, et donc qui nécessite quand même un accompagnement bienveillant pour s'en sortir. Troisième famille d'obstacles, ce sont les tensions entre pédagogie et didactique. L'entrée pédagogique est clairement principale chez les militants pédagogiques. J'entends ici l'entrée pédagogique comme la réflexion sur les modalités d'enseignement et d'apprentissage et leurs relations, envisagées de manière relativement indépendante des contenus et des disciplines, à la différence donc de l'entrée didactique qui rentre par les contenus et par les disciplines. Donc l'entrée pédagogique prend bien sûr le pas. Ça s'explique très bien par multiples facteurs. La part dominante des principes éducatifs, les points communs entre les enseignants, et nous si les différents types, le poids historique des enseignants du primaire, et même encore actuel. Ça peut être y compris accentué et construit comme une quasi-opposition par certains. Par exemple, dans une école, plutôt dans un groupe d'enseignants qu'on suit, il y a un collègue qui dit, ben voilà, les relations avec les parents, c'est bien plus important que les méthodologies. Si vous voulez, comme il dit. Ça entraîne, à mon avis, quelques conséquences non négligeables. Par exemple, la sous-estimation des variations dans la mise en œuvre des principes selon les disciplines. Ce n'est pas la même chose, par exemple, que de coopérer dans telle discipline ou
en EPS, par exemple, dans les sports collectifs, hein, pour prendre un exemple qui est vraiment pas bien. Mais on sait aussi que, par exemple, la pédagogie du projet, on la retrouve plus souvent liée à certaines disciplines que d'autres, etc. Tout cela est exacerbé par des tensions entre théoriciens de l'entrée pédagogique et théoriciens de l'entrée didactique. Les premiers, par exemple Housset ou Berrieux, reprochent au second une entrée techniciste et privilégient un apprenant épistémique sur l'enfant. Voilà. Les seconds reprochent aux pédagogues des glissements entre explication et prescription et une indifférence au poids des contenus. Hein, ça peut aller d'ailleurs jusqu'à des anathèmes assez extrêmes. Je pense à certaines choses qu'a pu dire Chevalard. Quatrième source d'obstacles, c'est la sous-estimation de l'érosion des dispositifs. Je suis assez frappé à certains moments de voir comment on continue à faire confiance à des dispositifs sans analyser parfois suffisamment rapidement comment ils fonctionnent beaucoup moins bien. C'est-à-dire qu'on va arriver à certains moments à un respect formel de la part des élèves, un peu comme en pédagogie classique quand ils savent très bien ce qu'attendent les profs. Mais le sens n'est pas là parce que ces dispositifs n'ont pas été reconstruits forcément, etc. Et tout. Et du coup, on va arriver à certains moments à un double système de règles. C'est-à-dire qu'il y a le système mis en place, et complémentairement derrière, vous avez des pratiques des maîtres qui haussent la voix, qui peuvent crier, qui peuvent sanctionner certains élèves, dans des fonctionnements finalement assez proches des pratiques classiques. Alors ça peut être interprété de manière très différente. Hein. Soit inadaptation des règles propres au système, soit manque de règles complémentaires, soit non-intégration des règles, soit le temps nécessaire pour construire votre posture, soit le poids de la forme scolaire. Dernière chose. Oui, c'est ça. J'étais entre le 5 et le 1. J'hésitais. C'est le rapport problématique à la transmission. Il me semble que les militants pédagogiques ont un rapport problématique à la transmission. Je parlerai, moi, d'une transmission prudente, voire réticente. J'ai toujours été frappé de voir à quel point cette transmission n'était pas facilitée. Et le nombre d'années que j'ai mis pour convaincre nos collègues de la pédagogie Freinet de sortir leur dictionnaire. J'ai travaillé des années et des années à ça. C'est-à-dire, c'est posé comme nécessitant du temps, des efforts, un investissement, etc. On peut voir comment ça fonctionne sous la gouverne des anciens qui savent bien faire. Voilà, c'est-à-dire qu'au-delà de l'invitation, il faut montrer patte blanche, du travail, du respect, et les conseiller, donc, comme je le disais, d'éviter de grappiller tel morceau du système. Alors, on peut comprendre ça, là encore. Hein. Voilà, reconduction d'un système qu'on a soi-même connu, sentiment que ça se mérite, et que le travail des maîtres est indispensable comme le travail des élèves. Aussi méfiance parfois, parce qu'il a fallu bien des sacrifices pour construire, et certains peuvent y venir avec l'idée qu'ils en tirent les bénéfices, pour différentes raisons. Mais c'est vrai que ça peut rebuter en donnant l'impression qu'on se méfie de vous, ou alors qu'il s'agit de mettre en place des comportements non sans relation avec des organisations plus ou moins sectaires. Conclusion. On essaie de vous désir, hein. C'est pas merveilleux ça. Conclusion, j'aimerais dire donc, pour conclure, qu'on ne se méprenne pas sur ce que je viens de présenter et qui est dans mon esprit essentiellement de l'ordre d'une description qui se veut compréhensible. Alors, ça n'échappe sans doute pas à une dérive généralisée. Il ne s'agit en tout cas pas de critique au sens négatif du terme. Et je ne sais pas non plus si ce que j'ai évoqué est évitable.
mais il s'agit en fait de déplacer l'éclairage quant aux obstacles qui freinent la diffusion des pédagogies alternatives. Et en déplaçant ainsi la perspective vers ce qui est entre les mains des militants pédagogiques eux-mêmes, il me semble que ça peut leur permettre non seulement une vigilance, mais encore la possibilité de modifier discours et pratiques afin de rendre leurs propositions plus audibles. Au-delà des maladresses de communication, c'est en tout cas mon souhait. J'ai bien compris le sens de la solution. Voilà, merci de votre attention.